Je m'appelle Camille Polony, je suis journaliste pour un site d'information qui s'appelle lesjours.fr, qui a été monté l'an dernier par des anciens de Libération et qui fonctionne sur abonnement donc depuis 1 an et demi. Je suis ravie d'avoir été invitée aujourd'hui à animer cette table ronde sur les lanceurs d'alerte. Je vous présente très brièvement les invités qui se présenteront, je pense, davantage eux-mêmes. À ma gauche, tout à gauche, Juan Branco, qui est docteur en droit et qui est souvent surnommé l'avocat de Wikileaks. Je crois que vous êtes en tout cas conseiller juridique de Wikileaks et que vous avez beaucoup travaillé avec Julian Assange. À côté de moi, Eric Alt, vice-président d'Anticor et magistrat que vous connaissez sans doute tous. Et à ma droite, Daniel Ibanez, animateur du Salon des lanceurs d'alerte et opposant de longue date au projet Lyon-Turin, sur lequel il a écrit un ouvrage, Trafic en tout genre, le projet Lyon-Turin. Ce que je propose aux intervenants pour commencer, c'est peut-être de faire un petit rappel chacun sur le rapport qu'ils entretiennent avec ce sujet des lanceurs d'alerte, qui pour certains est personnel et pour d'autres certainement plus analytique. Je vous propose de commencer, Eric Alt, peut-être en tant que représentant d'Anticor, si votre micro marche, en tout cas, sinon je vous donnerai le mien. Alors, je crains que... Ah, ça marche. Voilà, donc, j'ai fait partie d'une expérience rare qui est la coproduction entre la société civile et le législateur de la législation sur les lanceurs d'alerte qui est intégrée dans la loi Sapin 2. Et c'est un élément assez rare puisque notre président rappelait que généralement nous sommes entendus et qu'on ne tient pas tellement compte de nos recommandations. Là, pour une fois, on a tenu compte des recommandations. Il n'en reste pas moins que la législation qui est actuellement en vigueur est une législation qui appelle un certain nombre de critiques. Le bilan est mitigé et je reviendrai sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, l'expérience évidemment principale est celle qui me lie à Wikileaks et Julian Assange, avec toujours cette difficulté à définir le statut de l'organisation et de Julian Assange lui-même, qui n'est pas à proprement parler un lanceur d'alerte, mais un des intermédiaires qui permettent de protéger des lanceurs d'alerte et de publier les informations qu'ils cherchent à révéler tout en cachant l'identité et en s'assurant qu'il n'y aura pas de conséquences avec eux. Oui, pour eux, Wikileaks s'enorgueillit beaucoup de ne jamais avoir publié de documents qui soient faux, mais surtout d'avoir, plus encore que ça, d'avoir toujours réussi à protéger ses sources, à l'exception d'une qui avait été trahie par quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'entourage de Wikileaks. Je parle évidemment de Chelsea Manning, et qui du coup a été emprisonnée et condamnée. Cette première expérience sur laquelle je pourrais revenir et détailler un peu justement à la fois les procédures qu'utilise l'organisation et surtout quel rôle elle joue dans cet écosystème important, à la fois symboliquement et pour protéger aussi d'autres lanceurs d'alerte qui se tournent pas forcément vers Wikileaks, et je pense notamment à Edward Snowden. C'est doublé d'une expérience dont je peux peut-être parler brièvement parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Ordre et le Monde sur la Cour pénale internationale, où j'avais travaillé où j'ai été rentré comme stagiaire à 20 ans et j'avais été recruté avant la fin de mon stage comme conseiller d'un homme qui est en train de faire la une de l'un des principaux organes de presse qui traitent de notre sujet, Mediapart, le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, qui avait des pratiques assez douteuses et sur lequel j'écris un livre donc qui détaillait un certain nombre d'éléments assez compromettants pour la Cour. Et Ocampo avait découvert à un moment que et c'est une anecdote personnelle, mais qui va peut-être vous comprendre comment est-ce qu'on bascule étrangement du côté des lanceurs d'alerte, en tout cas, et plus largement des personnes menacées par des pouvoirs qui souhaitent se protéger de personnes qu'ils considèrent soudain néfastes. Ocampo avait découvert que j'avais mis dans une note de bas de page une anecdote contant qu'en fait il ne parlait pas vraiment français, contrairement à ce qu'il avait dit. Alors c'était une des prérogatives nécessaires pour devenir procureur de la CPI, mais c'était raconté sur un ton assez badin où il devait donner une conférence à l'Organisation internationale de la francophonie. Et évidemment il devait le faire en français parce que c'était attendu de sa part qu'il en parle. Et du coup, il avait demandé à son assistante et à moi de lui écrire en phonétique le discours qu'il avait lu, et sans comprendre évidemment, et c'était passé parfaitement sans que personne ne s'en rende compte. Et donc je racontais ça en note de bas de page un peu pour rigoler et pour illustrer juste l'effondrement du français dans les institutions internationales. Or cet élément l'avait rendu si furieux qu'il avait décidé de demander à la Cour de me menacer de procès à La Haye, donc à côté de Gbagbo et compagnie,
pour incitation à crime contre l'humanité, pour empêcher la publication de l'ouvrage. Et donc une série de procédures avait été engagée, et je me rendrai compte plus tard que c'était pas la première fois que c'était fait, pour éviter la publication de l'ouvrage. Donc voilà, donc de ce côté-là, j'ai vécu pendant quelques mois une expérience assez difficile, parce que je me retrouvais tout d'un coup dans une position quand même particulière. On n'est pas tous les jours menacé de procès devant un cour pénal international, et je ne pensais pas si vite me retrouver dans cette position-là. Et voilà, et ça m'a permis de comprendre les ressorts de la violence psychologique et en fait et d'une violence cachée qui vont s'appliquer sur les lanceurs d'alerte à un moment où le grand enjeu notamment est de savoir si l'on peut rendre public cette violence que l'on s'applique, qui est en train de s'appliquer sur soi, s'il ne vaut pas mieux garder des marges de négociation pour se protéger, et tous ces dilemmes moraux qu'ils ne devraient jamais avoir à connaître, qui tout d'un coup commencent à perturber leur vie et pour certains à les détruire. Voilà, mais on reviendra probablement plus en détail. Merci. Daniel Ibanez, je vous laisse la parole. Merci. Moi, j'ai eu la chance, avec un libraire indépendant, de trouver une idée qui s'appelle Des livres et l'alerte, c'est-à-dire d'organiser une rencontre autour de l'objet livre et du lancement de l'alerte, ce qui est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de balayer un nombre de problématiques bien plus large que celle d'Anticor, puisque, par exemple, cette année, on parlera des boues rouges et des algues vertes, on parlera bien évidemment de LuxLeaks et de toute une thématique très très large, des lobbies, de la pharmacie, avec Irène Frachon, avec des gens comme ça. Et ça a aussi l'avantage de pouvoir montrer que le lancement de l'alerte, c'est une chaîne. Ce n'est pas qu'un individu à un endroit, mais c'est une chaîne d'édition, de publication, des mots extrêmement importants, et que le livre est vraiment un outil central dans le lancement de l'alerte pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un objet manipulable par tout le monde, d'une diffusion et d'une reconnaissance importante. La deuxième, c'est que d'une certaine manière, c'est un qualifiant pour l'alerte, parce que il y a un processus de dépôt à la BNF et de délai de poursuite en diffamation, par exemple, sur le livre, et donc sans que l'absence de poursuite qualifie tout, en tous les cas, c'est une voie. Et donc, finalement, on est assez content du titre Des livres et l'alerte, d'une part parce que c'est vraiment un fédérateur, le livre, de tout le monde de ce lancement de l'alerte, que ce soit des journalistes, des éditeurs, des libraires, des lecteurs, des auteurs. C'est aussi un fédérateur de l'ensemble de ces thématiques qui sont évoquées, que ce soit de l'environnement ou de la corruption. Et puis, finalement, quand on le dit un petit peu plus vite, ça a un véritable sens, parce que délivrer l'alerte, c'est la transmettre. Et si on le dit un peu plus fort, délivrer l'alerte, c'est la libérer et la protéger. Voilà, donc en fait, tout le sens de ce salon, c'est de passer de l'alerte à la lettre. Et ça fait une contrepétrie qui ne passe pas dans le Canard enchaîné, dans l'album de la Comtesse chaque semaine, mais qui a le mérite d'être assez clair. Ça sera le 2 et le 3 décembre cette année à la Maison des Métallos. Alors vous disiez que l'alerte est une chaîne, et justement Eric Alt, cette chaîne est encadrée depuis la loi Sapin de 2016, c'est-à-dire que l'alerte doit désormais obéir à des canons en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette loi et ce qu'elle change finalement à la condition des lanceurs d'alerte ? Oui, alors nous partions d'une législation fragmentée. Loi après loi, en fonction des secteurs, le législateur avait concédé à écrire des protections sur les lanceurs d'alerte qui n'étaient pas toutes les mêmes, donc une législation très difficile à appréhender, très difficile à mettre en œuvre. Donc l'idée était, en se fondant notamment sur la recommandation du Conseil de l'Europe, notamment sur les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir une définition unique et globale du lanceur d'alerte. Donc le lanceur d'alerte est quelqu'un qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, et c'était un enjeu très important, et
un préjudice grave pour l'intérêt général. Et ou un préjudice grave pour l'intérêt général, l'idée était que la qualification juridique des faits n'était pas essentielle à ce stade-là et que quelqu'un comme Antoine Deltour, qui signale des faits graves et préjudiciables à l'intérêt général, mais légaux dans le pays, puisque Deltour avait signalé cette affaire de rescrits fiscaux, de fraude ou d'évasion fiscale à grande échelle au Luxembourg, des gens comme Antoine Deltour puissent, dans l'avenir, faire partie des gens protégés au titre du lancement d'alerte. Donc cette définition-là, elle existe désormais dans la loi, définition globale. Ensuite, on a aligné par le haut un certain nombre de protections. On a aussi érigé le défenseur des droits comme étant l'autorité, c'est une autorité administrative indépendante qui a un ancrage constitutionnel, c'est le défenseur des droits qui est en charge de la protection des lanceurs d'alerte. Donc ce n'est pas seulement le juge qui évidemment a son rôle à jouer, mais le défenseur des droits a désormais un rôle nouveau dans ce domaine. Donc ça, ce sont des éléments très positif que la société civile a obtenu. Je rappelle que dans la loi Sapin 2, dans sa version initiale, il n'était pas question de lanceurs d'alerte, qu'il était question de faire une proposition de loi qui était vouée à l'échec et en réalité, avec la pression d'Anticor, de Transparency International, de l'association Sciences Citoyennes, avec l'appui du monde universitaire, puisqu'un certain nombre de colloques ont été consacrés au sujet, avec l'appui des syndicats qui se sont aussi impliqués, et grâce à un rapport du Conseil d'État qui est sorti au moment opportun, finalement le gouvernement n'a pu prendre d'autres positions qu'une position bienveillante. Et donc nous avons dans la loi Sapin 2 et dans une loi organique qui modifie les compétences du défenseur des droits, ces nouveaux éléments, sur le détail desquels je ne reviens pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir un an après où nous en sommes. Et d'où effectivement ce regard un peu critique et un peu mitigé sur cette législation. D'abord, le lanceur d'alerte doit affronter une relative complexité des procédures. C'est clair et limpide juridiquement, l'architecture est tout à fait cohérente, mais il faut savoir qu'il y a 3 paliers. D'abord, le lanceur d'alerte doit alerter son supérieur hiérarchique s'il travaille dans une entreprise ou une administration. Alors, ce supérieur hiérarchique ou le référent du supérieur hiérarchique est tenu par une obligation de confidentialité, mais nous savons que c'est aussi parfois un étouffeur d'alerte. Mais enfin bon, le lanceur d'alerte doit d'abord, pour obtenir ce statut, saisir son supérieur hiérarchique. Ensuite, si à l'intérieur d'un délai raisonnable, le supérieur hiérarchique n'a pas répondu, il peut saisir l'autorité administrative, l'autorité judiciaire ou un ordre professionnel. Et si dans les 3 mois, ces autorités n'ont pas répondu, il peut alors divulguer au public l'information, puisqu'on est quand même sur la liberté d'expression, droit fondamental. Et cette liberté d'expression, pour que le lanceur d'alerte soit protégé, est conditionnée par le respect de cette procédure. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une voie rapide, qui est une voie qui existe dans l'hypothèse d'un danger grave ou imminent, ou en cas de risque de dommages irréversibles. Ça c'est la voie rapide, on peut immédiatement divulguer l'alerte. Alors effectivement c'est au lanceur lui-même, et je conseillerais qu'il ne soit pas tout à fait seul, mais c'est au lanceur lui-même d'apprécier s'il est en situation de signaler un danger grave ou imminent. Parfois pas toujours évident. Et puis il y a ce conseil que peut donner le défenseur des droits pour orienter le lanceur d'alerte. Le lanceur des droits qui peut effectivement conseiller, mais souvent je résumerai en disant que certes on peut s'adresser au défenseur des droits, certes on peut lire la plaquette du défenseur des droits qui est accessible sur Internet, mais si on a vraiment des faits importants à signaler, peut-être vaut-il mieux voir un avocat, mieux voir une association qui peut porter l'alerte, et nous faisons partie des associations qui peuvent porter l'alerte, voire un journaliste qui en principe est tenu par le secret des sources. Donc voilà, ça c'est le premier élément, mais ce n'est pas l'élément essentiel encore. Il y a cette procédure qu'il faut respecter, dont j'ai résumé la complexité. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est quand même la fragilisation du dispositif.
Pourquoi ce dispositif est-il fragilisé? D'une part, parce que, on l'a dit, et à mon avis, ça ne pose pas problème en tant que tel. On a dit que le lanceur d'alerte doit être désintéressé financièrement. Il y avait aussi l'ambiguïté du législateur qui, en même temps qu'il disait le lanceur d'alerte doit être désintéressé financièrement, dit pareil, exactement au même moment, dans une autre loi, qui est la loi de finances, qu'à titre expérimental, l'informateur en matière fiscale peut être rétribué à hauteur de ce qu'il permet de faire rentrer dans les caisses. Mais qu'importe, le lanceur d'alerte est désintéressé financièrement. La contrepartie normale de ce désintéressement financier, c'est qu'il soit indemnisé de l'intégralité de son préjudice. C'est d'ailleurs un principe de droit. C'est particulièrement important pour les lanceurs d'alerte parce que je ne connais pas de lanceur d'alerte qui soit ressorti totalement indemne de son expérience et du courage d'avoir délivré la vérité à un moment. Or, cette indemnisation intégrale du préjudice est compromise de deux façons. D'une part, elle est compromise par une censure du Conseil constitutionnel. Car le législateur avait quand même inscrit dans la loi Sapin 2, et non, dans la loi sur le défenseur des droits, dans la loi organique, avait inscrit la possibilité pour le défenseur des droits d'accorder des subsides aux lanceurs d'alerte, d'une part pour financer ces procédures, et c'est vrai qu'un lanceur d'alerte fait souvent l'objet de procédures bâillons pour l'empêcher de parler, ou il doit faire valoir ses droits devant les prud'hommes, devant le tribunal administratif. Donc il est droit en quelque sorte à ce que ceux dont les fonctionnaires et les élus jouissent sous forme de protection fonctionnelle. Donc le défenseur des droits devait accorder des subsides pour ceci, et il devait aussi avoir la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles, en cas de nécessité, des subsides pour permettre au lanceur d'alerte de subvenir à ses besoins, dans l'hypothèse où les conséquences de son alerte le conduisaient à l'inactivité, au chômage. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour un autre motif juridiquement discutable, qu'il n'existe pas dans la Constitution. C'est la Constitution qui effectivement définit les compétences du défenseur des droits, mais il n'existe pas dans la Constitution de disposition qui accorde cette compétence au défenseur des droits. Une interprétation particulièrement restrictive de la Constitution, particulièrement discutable. Ça veut donc dire que dans l'hypothèse où le défenseur des droits devrait avoir cette possibilité, ce droit, cette faculté, il faudrait l'inscrire dans la Constitution. Et il y a un deuxième élément de fragilisation du lanceur d'alerte du point de vue de la réparation du préjudice intégral. Vous n'avez peut-être pas fait le rapport entre les ordonnances du 23 septembre dernier et le statut des lanceurs d'alerte, mais vous savez que les ordonnances du 23 septembre dernier, en cas de licenciement abusif, organisent un plafonnement. Le lanceur d'alerte, il est souvent licencié abusivement et son indemnisation risque donc d'être plafonnée. Sauf, ce qui est aussi prévu dans la loi, dans les ordonnances du 23 septembre dernier, sauf s'il y a un enjeu en termes de liberté fondamentale ou de droits fondamentaux, mais pour l'instant, il n'est pas totalement évident que l'expression du lanceur d'alerte ou que les faits signalés soient un enjeu évident et automatique qui peut être traité sous l'angle principes fondamentaux ou libertés fondamentales. Donc là aussi, il y a une fragilisation du dispositif concernant les lanceurs d'alerte. Donc ça signifie sans doute qu'il faudra encore faire évoluer le droit. Ça signifie surtout qu'il ne faut pas trop spéculer sur les effets de cette loi. Cette loi, à mon avis, doit être avant tout interprétée comme une reconnaissance du lanceur d'alerte, comme le premier pas qui doit nous conduire à une culture de l'alerte éthique. Et cette culture de l'alerte éthique existe dans d'autres pays. Elle a commencé à être développée en Grande-Bretagne. Ça signifie que la société civile s'implique. C'est la raison pour laquelle les associations qui ont favorisé l'adoption de cette loi se retrouvent aujourd'hui dans un collectif un peu élargi et dans la perspective de construire une maison des lanceurs d'alerte. Il ne s'agit pas d'une maison au sens physique du terme, évidemment, mais il s'agit d'organiser un réseau de soutien juridique aux lanceurs d'alerte, de telle sorte que
ceux qui se trouvent dans cette situation, et je rappelle que ceux qui se trouvent dans cette situation ne se pensent pas toujours comme des lanceurs d'alerte, ils se pensent comme des citoyens indignés, comme ayant une information qu'ils ne doivent pas garder tout seuls, qu'ils ne peuvent pas garder tout seuls, mais ces citoyens qui se trouvent dans cette situation-là devraient pouvoir recourir à la société civile. Il existe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, dans d'autres pays, ce type de disposition, et nous sommes actuellement en train de la construire. J'ajoute que c'est d'autant plus nécessaire que le gouvernement est toujours resté dans une grande ambiguïté face aux lanceurs d'alerte. En tout cas, le gouvernement passé, le gouvernement actuel n'a pas encore eu tellement l'occasion de se prononcer sur cette question-là, mais on sait bien que les lanceurs d'alerte connus de tous, Deltour, Gibault, Allais, tous ces lanceurs d'alerte n'ont pas eu le soutien du gouvernement. Ils n'ont pas eu de subside de la part du gouvernement. Tout au plus, Falciani a eu une protection physique parce qu'il était, semble-t-il, il était pendant un moment menacé physiquement. Mais c'est une protection ad hoc. Donc le gouvernement est très ambigu par rapport aux lanceurs d'alerte, et plus encore si on voit sur le plan international, et on en reparlera tout à l'heure. C'est vrai que le statut de Julian Assange est un statut qui doit sans doute être discuté, mais il avait quand même révélé, à défaut d'être lanceur d'alerte, il avait révélé des faits qui concernaient l'espionnage sur des autorités françaises, l'espionnage des autorités des États-Unis sur des personnalités politiques françaises. Lorsque, il est vrai, pas sous la forme d'une requête, d'une demande au tribunal administratif, mais de façon plus politique et plus pertinente. Il a demandé l'asile à la France en 40 minutes, dans mon souvenir, il lui a été répondu négativement. Donc il y a cette ambiguïté qui s'explique d'ailleurs, et on reviendra peut-être sur ce terrain-là sous d'autres aspects. Le lanceur d'alerte est un sombre précurseur, il révèle de l'intérieur un certain nombre de fonctionnements que ceux qui en bénéficient ne souhaitent évidemment pas voir divulgués d'une façon ou d'une autre. Voilà donc un bilan mitigé, mais quand même, je crois, un socle pour une culture de l'alerte éthique et une invitation à continuer à réfléchir et à agir dans ce domaine. Merci. J'ai envie de vous faire réagir, Juan Branco, à toute l'énumération de gradations contenues finalement dans la loi Sapin 2, qui prévoit de s'adresser d'abord à son supérieur hiérarchique, puis seulement dans le cas où il n'y aurait pas de réponse, de passer à l'autorité administrative judiciaire, ou ensuite de pouvoir divulguer ces informations publiquement. Est-ce que en pratique, cette gradation qui est très encadrée, très précise, vous semble représentative de comportements qui peuvent être réellement demandés aux lanceurs d'alerte dans les situations dans lesquelles ils se trouvent, quand ils s'adressent par exemple à l'intermédiaire que représente Wikileaks? Est-ce que ce sont des lanceurs d'alerte qui rentreraient dans les cases de la loi française et qui s'adressent en désespoir de cause à un organisme qui permet de divulguer l'information? C'est qui est celle de la mise en danger du lanceur d'alerte, et ce d'autant plus que l'on touche à des informations sensibles et que la personne en question travaille dans des organismes qui peuvent être reliés à la raison d'État. C'est-à-dire que plus l'information qui va être révélée est dangereuse pour l'appareil de pouvoir en question, et plus la personne qui détient cette information est elle-même liée d'une façon ou d'une autre à cet appareil de pouvoir, plus le temps que cette personne va prendre pour effectuer ce geste qui va permettre de révéler l'information, va le mettre en danger. Et plus le nombre d'actes qu'il va mener avant de révéler cette information va l'exposer, parce que cette personne, et de façon générale, mais en particulier ces personnes-là, sont particulièrement surveillées. Donc en fait, plus vous attendez et plus vous essayez de saisir des échelons intermédiaires, plus vous vous exposez à être identifié, à être menacé, à être éventuellement assassiné, et à voir votre geste de révélation inhibé ou censuré avant que vous ayez pu le mener à terme. Et donc à partir de là, il y a un vrai danger à imposer a priori comme règle d'être passé par des intermédiations, alors qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels ces intermédiaires ne vont avoir qu'un intérêt, immédiatement vous écraser, et parce qu'ils vont se sentir menacés
par le simple fait que vous interrogiez leurs risques. On parle quand même par exemple, dans le cas de Wikileaks, il y a eu quand même des crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été révélés. Si jamais il y avait eu une tentative auparavant d'aller vers une hiérarchie qui était elle-même responsable de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vous imaginez bien les conséquences pour la personne en question, alors que la personne qui allait être dénoncée, elle-même risque des années, voire des décennies de prison. Et donc se montrera potentiellement prête à tout pour inhiber votre révélation et pour se protéger elle-même. Et comme cette personne elle-même se trouvera par ailleurs être une personne de pouvoir, avec détentrice d'outils de pouvoir et de coercition, elle pourra aller très loin dans la destruction du lanceur d'alerte avant même qu'il ait pu devenir lanceur d'alerte. Donc il y a un vrai enjeu et une vraie interrogation sur le fait que l'on exige d'avoir effectué ces étapes. Donc ça, c'est la première étape, c'est la première partie du sujet qui est en rapport justement au fait de devoir passer par notamment le supérieur hiérarchique. Mais il y a aussi tout simplement la multiplication d'actions qui vont en fait laisser des traces et qui vont permettre de vous identifier soit avant que la révélation ait eu lieu, soit après, très rapidement. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la moindre de nos communications est mise sous surveillance. Et encore une fois, c'est particulièrement le cas pour les personnes qui sont proches des secrets qui vont susciter des révélations. Et ces communications sont stockées. Et c'est-à-dire elles sont stockées, elles peuvent permettre a posteriori, dans le cadre d'une enquête légale ou non, de vous retrouver, de vous identifier. Donc si dans ce cas-là, vous avez laissé des traces en contactant telle ou telle personne, en faisant telle ou telle démarche pour essayer de respecter la loi, eh bien vous vous exposez à nouveau. Et ça, on en arrive à un troisième point qui est de savoir est-ce que le lanceur d'alerte doit être connu, c'est-à-dire est-ce que le lanceur d'alerte nécessairement doit être quelqu'un qui va avoir son geste exposé? Et évidemment non. Dans l'idéal, parce que comme vous le dites vous-même, il n'y a pas de lanceur d'alerte qui passe par ce processus sans en tirer de dommages, l'idéal est évidemment de protéger de bout en bout de la chaîne le lanceur d'alerte de façon à ce que personne ne sache que c'est lui qui a lancé l'alerte et que si quelqu'un le sait, il ait été protégé en amont, exfiltré, de façon à ce qu'aucune conséquence ne lui soit appliquée. Et que si le lanceur d'alerte décide pour une raison ou une autre, comme ça a été le cas par exemple d'Edward Snowden, de révéler son identité, parce qu'il sait parfaitement qu'il sera identifié et parce qu'il sait parfaitement qu'il risque la mort, ce qui était le cas de cette personne, eh bien dans ce cas-là, il faudra le protéger, etc. Mais en tout cas, laisser le choix au lanceur d'alerte est évidemment, dans la mesure du possible, fondamental. Et laisser le choix de l'anonymat est aussi très important. Et évidemment, ce choix n'est pas laissé lorsque l'on vous impose d'aller voir un supérieur hiérarchique qui va évidemment tout de suite comprendre quelle est la personne qui a révélé l'affaire et va pouvoir enclencher des mesures. D'autant plus, et là on en rajoute un élément, que les procédures de protection juridique auprès des lanceurs d'alerte sont des procédures longues. C'est pas vous arrivez, vous dites lanceur d'alerte et immédiatement on va mettre en place un cocon protecteur qui va vous permettre de vivre, de vous exfiltrer de la réalité et d'être protégé de tous les coups bas que l'on tenterait de vous appliquer. C'est-à-dire que pendant des mois, vous allez quand même être vulnérable et exposé aux actions de rétorsion de la part de votre employeur, de l'État, etc. et qui vont vous menacer dans votre intégrité morale, physique et éventuellement avoir des conséquences irréversibles. Donc j'ai beaucoup de scepticisme par rapport à ça. Après, il est évident que la qualification de lanceur d'alerte n'est pas non plus la seule façon de protéger un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que le passage par la loi et par cette procédure très particulière n'est qu'une des différentes façons qui vont permettre de protéger ceux qui essaient de révéler des secrets. Merci. Alors, cette question de l'anonymat des lanceurs d'alerte et de leur visibilité se retrouve dans votre salon, finalement réunit des personnes qui ont décidé de prendre la parole publiquement, de donner leur nom. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer en adoptant pour soi le statut de lanceur d'alerte ? Oui, alors ce qui est peut-être intéressant là en lien avec ce qui vient d'être dit, et moi qui m'intéresse spécialement, c'est que concrètement, on s'aperçoit qu'avec ces textes sur la protection des lanceurs d'alerte, en fait, la question qui est posée, c'est à la fois quelle est la sphère à qui peut s'appliquer la terminologie lanceur d'alerte et on l'entend dans les deux interventions, mais en général dans la presse et quand on parle du lancement de l'alerte, on envisage ça uniquement dans la sphère professionnelle. C'est souvent très lié à la sphère professionnelle. Ça, c'est déjà un vrai problème pour moi. Un vrai problème.
parce que finalement, celui qui parle des bouts rouges, il parle d'intérêt général et il travaille pas forcément dans la boîte qui balance dans la Méditerranée. Et pourtant, il y a vraiment un problème d'alerte environnementale qui est là et qui pose problème. La deuxième chose qu'on voit dans l'articulation de ces lois, toujours, c'est que il ressort à chaque fois que le lanceur d'alerte, finalement, présente un danger par la médiatisation parce que en fait il va mettre en danger l'entreprise très fréquemment, le secret de l'entreprise, etc. Et alors donc on se sent obligé de surabonder légalement avec cet empilement d'alertes internes, etc. pour protéger l'entreprise, puisqu'on se cale là-dedans. Alors moi je voudrais juste rappeler un texte fondateur sur le lancement de l'alerte, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, l'alerte, c'est la liberté d'expression. C'est fondé sur la liberté d'expression. Et donc, le texte, il dit « La libre communication des pensées, des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » Et alors, voilà, on essaye d'avoir une articulation toujours pour dire « Oula, il faut protéger parce que, attention, si on laisse dire n'importe quoi... Ouais. » Mais le deuxième terme de cet article, c'est « Sauf à répondre de l'abus de cette liberté ». Donc c'est déjà écrit dans le texte fondateur, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Et donc, c'est assez intéressant, ça, de voir que le législateur se sent toujours obligé de protéger l'entreprise, alors que le texte fondateur, mais si on prend l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il dit pareil. 10.1, la liberté d'expression implique la liberté d'informer et de s'informer. 10.2, sauf à répondre des abus de la loi. Et donc, c'est étonnant, ça, cette vision du législateur, du politique, qui est toujours de dire « Ah là là, mais il faut protéger ». Non, il n'y a pas besoin de protéger, c'est déjà prévu. Enfin, celui qui fait de la diffamation, il est poursuivi en diffamation. Celui qui fait de l'injure publique, il est poursuivi. Celui qui diffuse une fausse information, il est poursuivi. Enfin, là-dessus, on est sûr, là, il y a automaticité. Et en plus, c'est poursuivi sur ces fondements-là. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour revenir à la question, puisque je me suis permis de faire une petite digression, vous m'en excuserez. Pour revenir au salon, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on se place, je crois, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je voudrais remercier tous les bénévoles qui participent à l'organisation de ce salon depuis 1 an, et notamment des bénévoles et des adhérents d'Anticorps qui sont dans cette salle, Alexandre, Carole, j'en ai pas vu d'autres, mais il doit bien y en avoir d'autres, donc je voulais les remercier. Mais le salon a cet intérêt que le livre, c'est l'exercice même du droit des citoyens d'écrire, de publier et de diffuser. Et donc là, il présente vraiment quelque chose d'intéressant, et il présente quelque chose d'intéressant parce qu'il démontre finalement que l'alerte est bien plus large que la sphère professionnelle. Bien plus large que la sphère professionnelle, et que finalement, ce qui est important dans cette alerte, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Pour percevoir ça, moi, j'invite tout le monde à aller sur Internet. Vous faites jurisprudence Gouya. Moi, je la trouve exceptionnelle, cette jurisprudence. Et d'aller juste à la conclusion, parce que, en fait, tout est dit. Voilà. Contre la Moldavie, Cour européenne des droits de l'homme. G-U-J-A. G-U-J-A contre la Moldavie. Et franchement, c'est ça du tout. Je peux en lire deux petits passages parce que ça me paraît intéressant. Alors, c'était dans la sphère professionnelle, ce qui fait que d'ailleurs, la jurisprudence a réorienté, mais en fait c'est parce que le gouvernement de Moldavie disait ah non mais il doit être loyal avec son employeur. Donc la Cour a répondu à ça, mais elle n'a pas complètement mis ça, mais ça on en a tiré parti. Et donc elle dit simplement consciente de l'importance du droit à la liberté d'expression sur des questions d'intérêt général. Vous voyez ?
On est bien dans le cadre de la liberté d'expression dans l'application de l'article 10. Donc, conscient des obligations de loyauté, hein, alors c'est pas écrit comme ça, mais je vous le résume, envers l'institution. Le gars était porte-parole du procureur de la République, hein, si je me souviens bien dans l'affaire. Il avait dénoncé des faits de torture qui avaient été classés sans suite par le procureur. Et donc, ce que dit la jurisprudence, c'est que la répression dont cette personne a été victime n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant cette articulation. Et le livre me semble être vraiment un outil central, à la fois dans la synthèse, dans la rigueur, parce que l'écriture fait que c'est pas comme là ce que je dis, je peux me tromper, si j'ai pas un véritable adversaire dans la salle qui m'enregistre, j'ai quand même peu de risques. Par contre, ce que j'écris, c'est parfaitement clair. Et donc, le livre d'alerte, c'est aussi un véritable exercice de rigueur. Et l'intérêt de ce livre, de cet objet livre, c'est que finalement, il permet une médiatisation sans doute plus importante de l'alerte, ce qui est un véritable problème pour le lanceur d'alerte. Hein. C'est parce que j'ai les mêmes craintes que Juan sur les obligations légales qui sont mises à chaque fois sur les lanceurs d'alerte, parce qu'elles ne me paraissent pas justifiées, très franchement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on veut médiatiser l'alerte, Irène Frachon, c'est pas du jour au lendemain qu'elle arrive à convaincre un journaliste. Hein. C'est pas du jour au lendemain. De la même manière, il va falloir convaincre des journalistes qui eux-mêmes sont dans une chaîne de production qui ne leur permet pas de passer 6 mois sur un dossier. Et on a avec Raymond, que je remercie également pour tout le travail qu'on peut faire ensemble, Raymond Avrier, on a un problème aujourd'hui qu'on a discuté devant le tribunal administratif mardi dernier à Lyon, qui est de trouver l'articulation entre l'impartialité, l'objectivité, la neutralité et la démonstration par l'intérêt personnel. Bon, peu importe, mais vous voyez, vous allez poser la question à un journaliste, en fait, il va falloir un peu plus de 5 minutes pour pouvoir réfléchir sur cette notion de démonstration du défaut d'impartialité. Et donc, vous voyez bien que là, on a des questions qui vont se poser les unes par rapport aux autres, et que le livre, le salon du livre qui va réunir et qui va mettre ça en avant, va permettre en fait d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion et ne pas se contenter, j'allais dire de manière un petit peu rapide, de discussion du café du commerce. Alors, puisqu'il s'agit aussi d'évaluer le risque judiciaire, on pourrait parler un petit peu des poursuites bâillons. Eric Alt, qu'est-ce qu'on appelle exactement des poursuites bâillons quand on parle des lanceurs d'alerte ? Alors, je me retrouvais d'ailleurs dans un collectif la semaine dernière où on se rend compte que autant les associations, voire les individus, délivrent sont de plus en plus d'informations, autant de l'autre côté, les forces imaginantes du droit sont elles aussi à l'œuvre et on attaque. Par exemple, Sherpa, après avoir mis en cause M. Bolloré, s'est retrouvé assigné. On demande 1 million d'euros à l'association et on demande 100 000 euros à la personne qui est à l'intérieur de l'association responsable du sujet. Il est très probable, à 99% de chance, que cette procédure n'ira pas jusqu'à son terme, mais en tout cas que l'association et la personne ne seront pas condamnées aux sommes demandées. En revanche, c'est vrai qu'il faut défendre dans ce type de situation. Ça mobilise de l'énergie et ça a un coût. Disons, quand on est juriste, voire quand on est journaliste, on est un peu formé à ce type de situation, mais ce n'est jamais agréable d'aller devant un juge d'instruction qui a d'ailleurs compétences liées, qui doit vous mettre en examen dans l'hypothèse où vous êtes attaqué pour diffamation. Et ce n'est jamais agréable, même si l'issue est favorable, de devoir se justifier devant un tribunal correctionnel de fait que vous avez tenu. Et donc ces procédures bâillons se systématisent. J'ajoute
qu'une menace à venir va favoriser ce type de situation, c'est la transposition en droit français de la directive secret des affaires. Puisque vous savez qu'en gros, la logique de cette directive, c'est le secret est la règle et la transparence est l'exception. Donc il y a effectivement dans ces exceptions la possibilité pour le journaliste et le lanceur d'alerte de démontrer que les faits qui ont été divulgués au public sont des faits qui ont un enjeu d'intérêt général ou d'intérêt communautaire. Mais celui-ci se trouvera toujours en défense et il devra démontrer la légitimité de ce qu'il a dévoilé. Alors là aussi, ça promet des débats intéressants et une dialectique entre Strasbourg et Luxembourg qui, d'un point de vue juridique, sont très intéressants à observer. Peut-être moins pour ceux qui seront l'objet des procédures, puisque vous savez que Luxembourg, qui aura donc la charge qui pourrait être interrogé par la voie de question préjudicielle ou être saisi de la violation du secret des affaires, là on est dans une situation où vraiment le secret est la règle et ensuite il faut démontrer les exceptions. À Strasbourg, c'est un peu différent. C'est la liberté d'expression qui est la règle. Et ensuite, la Cour de Strasbourg juge en gros la proportionnalité entre la nécessité de divulguer les affaires, la nécessité pour une société démocratique de connaître un certain nombre d'informations et le préjudice qui est porté à certains intérêts. Donc c'est un contrôle de proportionnalité, c'est un certain nombre de critères qui doivent être remplis, mais c'est la liberté d'expression qui est la règle. Cette dialectique entre les deux courbes, d'abord ça mettra un certain temps à se cristalliser, vu qu'elles sont toujours saisies au cas par cas. Je veux dire, à l'intérieur des juridictions internes, je rajoute que les juges sont chargés de l'application au premier niveau tant de la Convention européenne des droits de l'homme que de la législation européenne, et que donc ce débat sur le secret des affaires, directive qui sera automatiquement transposée en juin 2018, ce débat va sans doute poser beaucoup de problèmes et être à l'origine de ces procédures bâillons dont on parlait à l'instant, de beaucoup de procédures. Alors, Juan Branco, vous n'avez pas connu les procédures bâillons en tant que telles, mais vous avez connu auprès de Wikileaks et de Julian Assange des formes extrêmes de répression judiciaire. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour l'avenir et comment vous œuvrez aux côtés de Julian Assange pour essayer de démêler toutes ces poursuites qui se sont accumulées tant contre lui que contre Chelsea Manning, donnant lieu à des poursuites quasiment extraordinaires par rapport à ce que peuvent être des poursuites en diffamation classique ou diverses procédures contre la violation d'un secret. Oui, il faut avoir toujours conscience du niveau de violence ressenti par les organisations et les appareils de pouvoir qui se sentent exposés. Et comme c'est des appareils, encore une fois, qui ont une capacité de coercition et de violence à leur tour, la réplique est à la hauteur de la violence de ce que l'on peut ressentir lorsque l'on voit ce que l'on considère être notre intimité ou quelque chose d'une chasse gardée qui en plus par ailleurs peut contenir des choses honteuses, soudain exposé, dévoilé. Il y a une sorte de réaction comme ça de défense extrêmement violente qui explique par exemple en mon cas que la CPI ait pu à un moment envisager de me faire un procès pour une trivialité, et de la même façon qui explique que de façon construite on va pouvoir s'attaquer de façon disproportionnée à des individus et les détruire dans le but de se protéger en pensant que l'on incarne, que l'appareil de pouvoir en question incarne une forme de bien commun ou une forme de construction tellement riche, qui est précieuse, qu'il vaut mieux passer sous le boisseau un certain nombre de faits plutôt que de la menacer dans son intégrité. Donc par rapport à ça, il faut avoir à l'état d'esprit que lorsque l'on rentre dans ces processus, l'on rentre vraiment dans un rapport de guerre ouverte où chacun va considérer que sa survie en fait est en jeu, et en particulier l'organisation exposée, et que dès lors les limites normales ne s'appliquent pas à son action, et cela va être d'autant plus important que le secret révélé est lui-même important. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on survit par rapport à ça, et l'affaire Assange est intéressante parce que l'on a très vite compris en fait que la seule résolution... Enfin, non, ils ont tardé. Moi, je suis arrivé à une période où le constat avait été tiré que la seule résolution possible de cette affaire était politique. C'est-à-dire que le droit n'était qu'un outil
au service d'une résolution qui devait passer par le politique, par une volonté politique de résolution, et que toutes ces procédures, que l'on peut appeler procédure Bayon ou autre, n'avaient qu'une intention, c'était servir un intérêt, et que cet intérêt n'allait pas bouger de sitôt si on justement ne se plaçait pas à ce niveau de discours et pas au niveau de la technicité. La technicité, évidemment, on pouvait essayer de la pousser jusqu'au bout, mais il y aurait toujours, vu le niveau auquel on était arrivé, eh bien des influences qui feraient que tel tribunal, tel juge, telle cour, etc., par toute une série de moyens d'influence directs ou indirects, seraient amenés à trancher en notre défaveur. Et donc cette lutte que l'on a décidé de placer au niveau politique a amené notamment à faire cette demande d'asile politique. Donc c'est-à-dire on n'a pas fait, c'est pour ça que je n'ai pas déposé de demande d'asile pour Julian Assange formelle juridique, parce qu'on savait très bien que d'une part c'était parfaitement inutile, que les organismes en question n'auraient jamais l'autonomie suffisante pour pouvoir se prononcer sur ce sujet ou pour oser se prononcer positivement sur ce sujet, d'une part, et que par ailleurs, un échec de cette demande impliquerait que Julian Assange ne pourrait plus demander l'asile dans aucun autre pays de l'Union européenne, et qu'à partir de là, on se fermait une porte importante. Et donc on a décidé de rentrer dans une voie politique à un moment qui nous semblait propice, qui était le moment où justement, en effet, on avait révélé en juillet 2015 que la NSA avait espionné les communications personnelles et professionnelles de 3 présidents de la République et de plusieurs de leurs conseillers et ministres, que par ailleurs toute entreprise française participant à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros dans le monde était systématiquement mise sous espionnage par la NSA pour en tirer les informations et pour pouvoir favoriser les appels d'offres états-uniens, donc ce qui a suscité évidemment des milliers de destructions d'emplois en France, etc., etc. Donc on s'est retrouvé dans un moment où il y a un choc très important dans l'opinion publique après ce que l'on révélait, et la question c'était comment est-ce qu'on profite de ce momentum pour justement pousser nos cartes à cette échelle-là et essayer de débloquer une situation qui judiciairement aussi était bloquée, avec les tribunaux suédois et du Royaume-Uni qui refusaient de faire droit à Julian Assange et à sa demande de partir en Équateur et de faire reconnaître ainsi son statut de réfugié politique. Par ailleurs, de reconnaître le fait que les procédures intentées à son encontre, qui étaient à l'époque au stade de l'examen préliminaire sur les questions d'agression sexuelle, étaient infondées. Eh bien, on a compris qu'il fallait passer par un autre moyen. En tout cas, on a tenté de le faire en justement sortant du cadre politique qui était inhibé, qui était celui du Royaume-Uni et de la Suède, qui étaient beaucoup trop proches des États-Unis pour pouvoir faire l'objet d'une négociation, et en faisant intervenir un pays tiers, un peu plus indépendant a priori, comme l'était la France. Les autorités françaises ont d'abord donné l'impression de vouloir de s'intéresser à notre affaire, et François Hollande, dans un échange de textos avec moi, m'a dit qu'il me recevrait très rapidement pour essayer d'étudier la situation de Julian Assange. Et donc on s'est dit qu'il fallait publier cette lettre dans Le Monde, que Le Monde a appuyé sur une pleine page où l'on appelait M. Hollande à intervenir. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est que 40 minutes après la publication dans Le Monde, un communiqué de presse de l'Élysée intervenait, disant qu'après un examen attentif de la demande, celle-ci était rejetée. Et le prétexte était que M. Assange faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, justement pour cette affaire d'agression sexuelle en Suède, dont il a été innocenté en février dernier, avec un non-lieu qui a été enfin pris par la procureure après 5 ans d'enquête dans laquelle aucun élément tangible n'avait permis d'étayer les soupçons, et ce n'était que des soupçons. Et là aussi c'est autre chose, c'est-à-dire que là on parle beaucoup des procédures judiciaires et juridiques, mais quand on voit que Assange a pendant 5 ans, dans des centaines de milliers d'articles, et c'est pas une exagération, dans le monde entier, été associé à des accusations de viol, d'agression sexuelle, etc., sur la simple base de soupçons qui n'étaient pas étayés d'une procédure qui était à stade de l'examen préliminaire qui aurait dû rester confidentielle, on voit à quel point en fait les mécanismes d'encerclement d'une personne qui peut être considérée dangereuse par un pouvoir en question peuvent être multiples et peuvent amener à des destructions extraordinaires, et notamment à travers l'instrumentalisation des médias qui, parce qu'elles pensent servir l'intérêt général en relayant une information qui est en fait soigneusement disséminée, cette fois par un appareil de pouvoir, et là c'est une sorte d'inversion intéressante du rapport aux lanceurs d'alerte, vont relayer et donner une importance démesurée à en fait une information qui ne vise qu'à décrédibiliser et tenter d'écraser une personne qui se bat pour le bien commun. Et donc la tentative de sortie par le politique, évidemment,
est très difficile, et dans ce cas en particulier, on avait pensé à cette voie-là. Il y a eu évidemment la voie de l'Équateur qui a permis à Assange de se réfugier dans l'ambassade, mais vous voyez très bien qu'on est sur un cas assez exceptionnel et qui est très délicat. Pour Snowden, de même, la sortie via Hong Kong d'abord, qui était une procédure d'urgence, qui lui permettait de trouver un espace géopolitiquement où géopolitiquement il pouvait être semi-préservé parce qu'il y avait une sorte d'espace d'incertitude qui faisait que les communications entre la Chine continentale et les États-Unis étaient politiquement pas si efficaces. Et après, la tentative d'exfiltration vers l'Amérique latine et la suspension de son passeport alors qu'il était dans l'avion et qu'il traversait l'espace aérien russe, son arrêt en Russie, les négociations avec la Russie pour l'autoriser à rester sur le territoire russe et non à se faire extrader aux États-Unis, etc., etc. Donc à chaque fois une tentative de sortie par le haut et par la pénétration d'autres espaces politiques, juridiques, etc., lorsque justement le principal ne permet pas de régler la situation. Mais à d'autres échelles, à des échelles inférieures, cela joue aussi. Et le contournement des procédures, le contournement des autorités hiérarchiques, le contournement parfois de la loi est essentiel pour assurer la préservation du lanceur d'alerte, le temps qu'il ait pu s'exprimer, le temps que son combat ait pu être reconnu et le temps que l'information ait pu être sortie. Et là, les avocats vont jouer un rôle très ambivalent parce qu'ils vont devoir à la fois conseiller juridiquement, judiciairement leurs clients et en même temps leur dire, écoutez, peut-être que là, tout de suite, vous feriez mieux, non pas de commettre une illégalité, mais peut-être aussi, mais en tout cas de ne pas vous raccrocher aux procédures existantes parce que celles-ci vous menaceraient. On est quand même sur quelque chose de très ambivalent. La définition de l'intérêt général, ça peut prendre des années avant de comprendre qu'en effet ça servait à l'intérêt général ou pas, parfois des décennies. Selon le contexte politique, l'interprétation de ce qu'est l'intérêt général peut énormément varier, y compris et surtout de la part des autorités. Et donc tous les contextes politiques ne sont pas favorables à ce qu'un appareil de pouvoir reconnaisse votre action comme étant d'intérêt général. Et au contraire, justement, on peut avoir même dans des démocraties des pouvoirs qui vont tenter de qualifier une noble cause de quelque chose qui n'est pas justement d'intérêt général. La multiplication des cas de lanceurs d'alerte qualifiés comme tels, c'est-à-dire avec vraiment l'étiquette sur la tête, voilà, cette personne et cette personne en étaient des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pensez qu'il y a un apprentissage qui se fait sur la manière de protéger ces personnes de la répression, je dirais, la plus brutale qu'elles peuvent immédiatement rencontrer, comme des poursuites judiciaires à long terme, comme du discrédit qui pourrait les frapper? Est-ce que on apprend au fur et à mesure? Non, je voudrais dire simplement qu'il y a une culture de l'alerte éthique qui doit maintenant se construire. C'est d'ailleurs ce dont parle le Conseil d'État. Effectivement, on a du droit, on a une législation qui est un peu plus perfectionnée qu'auparavant, mais c'est une culture de l'alerte éthique. Jusqu'à présent, des lanceurs d'alerte ne se voyaient jamais comme lanceurs d'alerte. Ils découvraient ultérieurement qu'ils pouvaient recevoir cette qualification. Aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu plus connu dans le langage commun. Les risques sont un peu plus connus aussi. Et donc, des stratégies peuvent être élaborées par rapport à ça. Et effectivement, Juan Branco parlait des stratégies, plus les intérêts en cause sont des intérêts importants, plus ces stratégies doivent intégrer des paramètres divers, voire ne pas intégrer uniquement la dimension juridique. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va devoir continuer, parce qu'encore une fois, je crois qu'on a cruellement besoin des lanceurs d'alerte. Ce sont les seuls qui, à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de leur organisation, connaissent certaines informations que ne connaîtront jamais des institutions, des autorités extérieures en charge du contrôle. Alors, encore une fois, les procédures sont en place, les mécanismes de recueil de l'information seront des mécanismes qui seront peut-être un peu plus satisfaisants, mais encore une fois, plus les intérêts en jeu sont des intérêts importants, plus il faudra réfléchir à les stratégies pertinentes au regard de la situation en cause. Oui.
Daniel Ibanez, est-ce que vous pensez que la discussion entre lanceurs d'alerte, le fait de les regrouper, de les faire discuter ensemble, amène à long terme à une réflexion et à un canevas de comportement qui permettrait de les protéger ? Oui, alors je crois que l'échange d'expériences est clairement quelque chose qui permet d'apprendre et de comprendre. Mais si je suis revenu tout à l'heure sur ce qui me semble être fondamental dans la protection des lanceurs d'alerte, à savoir le droit d'expression, la liberté d'expression, c'est parce que ce que j'ai constaté en rencontrant quelques-uns, parce que c'est un petit salon, il y aura 70 personnes du lancement de l'alerte, le 2 et le 3, mais on ne prétend pas être des grands spécialistes ni des experts du sujet. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que dans ce monde du lancement de l'alerte, cette légitimité qui ressort du droit et de la liberté d'expression n'est pas quelque chose qui est intégré par les lanceurs d'alerte. Et ça c'est vraiment une question parce que, en fait, les lanceurs d'alerte le font parce que c'est une évidence, quoi. En fait, c'est l'information qu'ils ont découverte, je répète, qui n'est pas forcément dans la sphère professionnelle. Moi, je viens de dénoncer, alors mon cas n'est pas intéressant, mais je viens de dénoncer 3 commissaires enquêteurs. Je ne travaille pas ni dans le tribunal administratif qui les a nommés, etc. J'ai découvert que ces gens-là sont en lien direct avec le maître d'ouvrage. Voilà, alors, le problème qui se pose d'intérêt général, pas dans le dossier particulier, c'est que si un maître d'ouvrage recommande une association pour gérer des mesures environnementales dans une enquête publique, qui sont le centre de la problématique des enquêtes publiques en général, forcément le président de l'association qui est bénéficiaire de cette recommandation ne peut pas être commissaire enquêteur pour statuer si l'ouvrage est utile ou pas, puisqu'il y a là, on est dans le cadre d'un intérêt, mais il n'y a pas besoin d'être dans l'organisation pour le savoir. Il suffit de faire Google, vous mettez le nom du maître d'ouvrage, le nom du commissaire enquêteur, vous le trouvez, le machin. En plus, en général, ils laissent beaucoup de traces quand même en face. Eux aussi. Eux aussi. Et donc, vous voyez que là, vous avez une vraie portée d'intérêt général, parce que si ce texte existe sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de relation entre le maître d'ouvrage et le commissaire enquêteur, dont l'avis va servir quand même à remettre en cause la propriété privée, qui est un droit sacré dans notre Constitution, je le rappelle, eh bien, en fait, ce que vous faites, non seulement vous créez les conditions de la perte de confiance de la population, mais en plus de ça, surtout, vous créez les conditions de la possibilité de conclusion d'un pacte de corruption. Et là, vous voyez qu'on est bien dans l'intérêt général. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, quand on revient à cette légitimité du texte de base pour les lanceurs d'alerte, eh bien, là, ils comprennent finalement dans quel cadre ils agissent. À la fois dans le cadre de la liberté de pouvoir donner de l'information, mais je le rappelais tout à l'heure, de l'abus qu'ils pourraient faire de cette liberté et des risques judiciaires qui sont conséquents. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez beaucoup d'autocensure chez les lanceurs d'alerte. Moi, par exemple, j'ai fait l'objet d'une citation directe pour injure publique. Je peux vous dire que je tourne ma langue cette fois dans la bouche avant de dire un truc maintenant. À 8h du matin, vous avez l'huissier qui arrive à la maison, ou à 7h, c'est pas le truc le plus sympa quand même à vivre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, parce qu'on parle souvent de protection des lanceurs d'alerte et donc de cet apprentissage, c'est qu'il est vraiment quelque chose de nécessaire de revenir à cette légitimité de la liberté d'expression. Et je donne souvent comme exemple Irène Frachon. Combien de personnes savent que le Mediator est un poison en France? Est-ce qu'il y a une seule nénette qui s'appelle Irène Frachon qui peut découvrir ça en lisant Prescrire? Vous voyez, il y a quand même quelques milliers de cardiologues en France. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez Servier qui connaissent la molécule, vous voyez. Et en fait, un des enseignements que je tire de ce travail sur le lancement de l'alerte, c'est que finalement,
c'est un peu comme la dernière page du Canard enchaîné, hein, moins on utilise la liberté d'informer et plus elle s'use. Là, c'est un petit peu pareil. La meilleure protection, finalement, pour les lanceurs d'alerte, c'est l'exercice par chacun d'entre nous de ses droits et de cette liberté d'expression, avec le pendant qui est l'abus du droit, et que, finalement, pour revenir à la question là, de base, toute vérité est-elle bonne à dire? J'ai réfléchi parce que je pensais que cette question était fondamentale. Ma réponse était non. Alors, ce qui peut surprendre, mais ma réponse est non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Raymond Avrier m'a fait passer une petite vidéo il n'y a pas longtemps qui est « Je n'ai rien à cacher ». Toute vérité est-elle bonne à dire? Je n'ai rien à cacher, vous voyez. Et donc, la question mérite quand même d'être précisée. Dans quelle sphère on parle? De quoi on parle? À titre personnel, toute ma vérité n'est pas forcément bonne à dire et à révéler. Sinon, on peut m'ouvrir mon courrier. Hein, je n'ai rien à cacher. Et donc, au lendemain, finalement, du vote de la loi sur... la légalisation de l'état d'urgence, pour la faire un petit peu courte, il me semble que la dimension de ces poursuites et de la compréhension des lanceurs d'alerte des règles fondamentales sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour transmettre de l'information, délivrer de l'information, délivrer l'alerte. Très, 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 très bon titre, hein, délivrer l'alerte. Voilà, je trouve que ça c'est important et le livre est vraiment un outil aussi de formation. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de la salle? Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça, c'est que Wikileaks s'est toujours beaucoup intéressé à ces sujets et a notamment participé à la création d'une fondation qui s'appelle Courage, qui vise à accompagner les lanceurs d'alerte juridiquement, mais aussi en termes médiatiques et autres, pour justement s'assurer qu'il y a un écosystème qui se crée, qui fasse que, au-delà de la protection que Wikileaks peut apporter à ses sources immédiatement, à la fois en termes d'anonymat et de conseils sur la marche à suivre par rapport à son employeur, sa situation personnelle, etc., il y a une structure d'accueil, et ces structures d'accueil doivent se développer, il ne doit pas y en avoir qu'une, et elles devraient à terme s'accompagner, selon moi, de création de structures étatiques qui permettent justement d'accueillir, que ce soit en surplus des procédures existantes par rapport aux réfugiés politiques, etc., mais aussi tout simplement matériellement, d'accueillir transitoirement ou de façon permanente des personnes qui sont exposées pour révéler des faits graves.